Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va passer en revue de manière totalement subjective les nouveautés à paraître en avril 2024 chez Panini Comics, ou plus exactement les nouveautés à paraître entre le 27 mars et le 24 avril, histoire de se caler avec les dates qui se trouvent dans leur checklist mensuelle qu'on retrouve sur leur blog. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs, des oublis ou des changements de dernière minute, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Et ça s'annonce comme un très gros mois avec pas moins de 44 nouveaux titres annoncés, et ça risque d'autant plus d'embouteiller que Panini ne prévoit aucune sortie le mercredi 17 avril. Concrètement, ça va nous donner 17 titres le 27 mars, 9 titres le 3 avril, 14 le 10 avril et 4 le 24 avril. Va falloir prévoir des présentoirs nouveautés à rallonge du côté des libraires. Précisons quand même que sur ces 44 titres, certains auraient déjà dû paraître et ont été reportés à une ou deux reprises. C'est le cas du tome 5 d'Amazing Spider-Man en Marvel Deluxe, des Defenders d'Al Ewing et Javier Rodriguez dans la même collection, du Marvel Visionaries consacré à Chris Claremont, de l'intégrale Moon Knight 1981-1982 et de l'intégrale Thor 1974-1975, du tome 2 de l'omnibus Fantastic Four par Jonathan Hickman, et enfin de l'omnibus Amazing Spider-Man Beyond. Cela, j'en ai déjà parlé le mois dernier, donc je vais pas y revenir. Reste quand même 37 nouveautés à traiter, donc hop, au boulot. L'événement du mois, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est le lancement de la collection Marvel Pocket, ou Marvel Poche, je suis même pas sûr de comment l'appeler, d'autant moins qu'il n'y a pas que du Marvel au programme. Quoi qu'il en soit, sur le même modèle que la collection Nomade chez Urban Comics, il s'agit de livres petit format, comprenez 15 par 23 cm, à petit prix. Sur les premiers titres annoncés, on a un titre à 7,99€ et les autres à 9,99€. Et de mon point de vue, c'est une excellente chose. Parce que depuis leur quasi-disparition en kiosque, les comics en France manquent quand même cruellement d'un produit d'appel, de bouquins pas trop chers susceptibles d'attirer de nouveaux lecteurs. Parce que bon, des collections comme les Deluxe ou les Omnibus, c'est certainement très rentable pour l'éditeur, mais ça va attirer zéro nouveau lecteur. Il n'y a pas un type en France qui va se dire un jour « Tiens, il me reste 90 balles en poche, pourquoi j'achèterais pas cet Omnibus Amazing Spider-Man Beyond ?» Bon, je connais pas du tout, mais après tout, c'est quoi 90 balles ? Ça n'existe pas. Et si les éditeurs de comics ne parviennent pas à attirer de nouveaux lecteurs, à moyen terme, ils pourront mettre la clé sous la porte. Donc, ça me paraît évident qu'on a besoin d'une collection à petit prix chez Panini, au même titre que celle que propose Urban. Et plus encore, sous cette forme, plutôt que ce que faisait l'éditeur jusque-là, c'est-à-dire des collections ponctuelles qui proposaient une sélection de titres, ou plutôt d'extraits de titres, sans possibilité pour le lecteur de poursuivre la lecture de tel ou tel titre à un prix similaire. Ici, les nouveaux lecteurs auront la possibilité de suivre une série sur la durée, et si on considère les titres choisis pour lancer cette collection, je trouve que la sélection est franchement bonne, à une exception près. On a d'abord les deux premiers tomes d'Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et Mark Bagley, avec un peu plus d'une douzaine d'épisodes dans chaque tome. C'est un choix évident pour une telle collection puisque, dès sa conception, Ultimate Spider-Man a été pensé pour les nouveaux lecteurs, ceux qui n'ont pas lu le moindre épisode d'Amazing Spider-Man et qui n'ont aucune envie de se coltiner 40 ans de continuité pour apprécier leur histoire. En plus, étant donné le délayage dont fait preuve Bendis au scénario, ça se lit bien mieux par paquet de 12 épisodes qu'au format unitaire. Même chose pour The Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, là encore, aucun besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant pour sauter à pieds joints sur cette série. Après, on aimera ou pas, c'est selon les goûts, mais il me semble que ce titre a quand même bien plus de fans que de détracteurs. Le choix qui me semble le plus discutable, c'est celui de publier l'event Avengers vs X-Men, parce que là, par contre, le nouveau venu, je suis pas sûr qu'il y pige grand-chose, ni aux enjeux de cette histoire, ni aux 36 000 personnages qui y participent. Sans compter le fait que, franchement, en matière d'event, on a affaire à un truc assez bidon. Il me semble qu'il aurait été plus pertinent d'attaquer avec les premiers épisodes des New Avengers de Bendis, quitte à rattacher les wagons par la suite avec cet event. Au passage, je vois que dans la deuxième vague Pocket, prévue pour juin, est annoncé un premier tome consacré au Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday, et ça me paraît quand même nettement plus pertinent. Dernier titre à apparaître dans cette première vague, le premier tome de The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson, et là encore ça me semble un très bon choix, un titre qui s'est fait connaître bien au-delà du seul domaine des comics grâce à son adaptation télé, et un des rares titres non super-héroïques au catalogue de Panini, ça me semble être un choix qui s'imposait, d'autant plus que Panini a largement amorti ce titre en le proposant sous à peu près tous les formats possibles et imaginables.
En ce qui me concerne, clairement, je suis pas le public visé, mais je souhaite vraiment que cette collection puisse s'imposer sur la durée, parce que, encore une fois, c'est le genre de format dont l'existence me paraît indispensable si on veut encore espérer lire des comics en français dans les années à venir. Et ça m'étonnerait pas que j'en achète à l'occasion, histoire d'en distribuer autour de moi. Un autre point intéressant à signaler ce mois-ci, c'est que Panini semble faire le forcing en direction du jeune lectorat, avec sa collection Marvel Kids qui propose pas moins de 5 titres, dont 2 à tout petit prix. Il s'agit de Marvel Action Spider-Man et Marvel Action Avengers, avec dans les deux cas des albums de 72 pages vendus 3€. Là aussi, il me semble qu'on assiste à un vieillissement assez net du lectorat de comics ces dernières années, et que, un peu de sang frais, ça ferait pas de mal. Et plus tu les chopes jeunes, plus t'as de chances de les garder. Sur ces 2 titres, il semble qu'il s'agit de la réédition de 2 titres qui étaient déjà sortis il y a quelques années et qui sont reproposés ici à un prix très attractif. Autre titre qui sort également ce mois-ci en Marvel Kids, cette fois à 9,99€ pour 96 pages, Les Aventures de Spider-Man et Les Aventures des Avengers. Le premier propose des récits qui datent essentiellement de 2007, avec notamment Peter David au scénario et Popman au dessin, et c'est franchement pas désagréable à lire. Celui consacré aux Avengers est même encore mieux, avec des épisodes datant de la même époque, par Jeff Parker et Manuel Garcia. Très franchement, quand cette série a été lancée aux États-Unis en 2007, je prenais davantage de plaisir à lire ces Avengers-ci que les New Avengers de Bendis, donc c'est un truc que je conseille pour tous les âges. Dernier titre Marvel Kids annoncé ce mois-ci, le tome 2 de Mighty Marvel Team-Up Spider-Man Quête Quantique de Mike Mayhack. Mayhack avait déjà réalisé un premier album il y a quelques mois, Animaux Rassemblement, que j'ai lu depuis, et vraiment, là aussi, ça donne quelque chose de très fun, nettement plus inventif que la moyenne des comics qui paraissent chaque mois, et graphiquement vraiment très chouette. Mike Mayhack est connu auprès des jeunes lecteurs pour la série Cléopâtre, Princesse de l'espace, qui a été adaptée en série animée, mais son Spider-Man Quête Quantique, je le conseille de 7 à 77 ans. Dernier événement du mois d'avril, c'est les 60 ans de Daredevil, célébrés par un paquet de sorties. On aura d'abord l'inévitable anthologie Je suis Daredevil, 350 pages de récits divers et variés piochés dans sa longue carrière. On aura ainsi droit au numéro 1 de 1964, les origines du personnage par Stan Lee et Bill Everett. Le numéro 7, son combat mythique contre Namor, par Stan Lee et Wallace Wood. Le numéro 47 de 1968, dans lequel Daredevil vient en aide à un vétéran aveugle de la guerre du Vietnam. Le 81 de 1971, dans lequel Black Widow fait son entrée dans la série. Le 146 de 1977, un face-à-face avec Bullseye, mis en scène par Jim Shooter et Gil Kane. Le 168 de 1981, première apparition d'Elektra par Frank Miller et Klaus Johnson. Le 181 de 1982, par le même duo, et la mise à mort d'Elektra. Et le 380 de 1998, soit le tout dernier numéro de la série, par Dan Chichester et Lee Weeks. De la deuxième série, on aura l'épisode 65 de 2004, numéro anniversaire auquel a participé un paquet d'artistes, et le 88 de 2006, par Ed Brubaker et David Hara, qui se focalise sur le personnage de Foggy. On aura enfin le numéro 7 de 2012 par Mark Waid et Paolo Rivera, et les numéros 19 et 20 de 2020 par Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Anthologie toujours, Daredevil aura droit à un volume des Marvelverse, avec une sélection un peu plus étrange, on va dire, avec Uncanny Origins numéro 13 de 1997, les origines de Daredevil revisitées par Bob Budiansky et MC Wyman, Marvel Age Spider-Man numéro 15 de 2005, dans lequel Todd DeZago et Shane Davis proposent une version modernisée d'Amazing Spider-Man numéro 16 de Stan Lee et Steve Ditko. Ditko qu'on retrouve d'ailleurs au dessin dans Daredevil 235 de 1986, un combat contre Mr. Hyde écrit par Danny Fingeroff. Daredevil numéro 30 de 2013 par Mark Waid et Chris Samney avec le Silver Surfer en guest, et enfin l'annual de 2016 par Charles Soule et Vanessa Del Rey où Daredevil fait équipe avec Echo. Et à propos d'Echo, sorti en 100% Marvel de la mini-série Daredevil et Echo par B. Earl, Taboo et Phil Noto. Une histoire de meurtre rituel à Hell's Kitchen qui se déroule en parallèle à 2 époques différentes, aujourd'hui et 200 ans plus tôt. C'est pas vilain, même si je suis pas un grand fan de Phil Noto, faut reconnaître qu'il fait le job. Côté scénario, tout ça est un peu branlant et pas franchement convaincant. Hormis les lecteurs qui seraient en manque de nouveaux Daredevil en attendant le début de sa nouvelle série par Saladin Ahmed et Aaron Kuder, je vois pas très bien à qui conseiller ça.
En Marvel Must Have, réédition de la mini-série Daredevil Redemption par David Hine et Michael Gaydos. Matt Murdock débarque au fin fond de la cambrousse américaine où il doit prendre la défense d'un gamin fan de métal et accusé d'avoir commis un meurtre absolument atroce. On patauge ici dans le sordide entre bigoterie crasse et secret de famille sinistre. Concrètement, on a plus l'impression d'être dans un épisode de Law & Order que de Daredevil, mais au moins cette mini-série se démarque du tout venant de la production Marvel. On continue le mois Daredevil avec l'intégrale 1975-1976, des épisodes pour lesquels j'ai une certaine tendresse pour les avoir lus un bon paquet de fois quand j'avais 9-10 ans. On retrouvera ici les épisodes 120 à 132 avec des choses qui me paraissent plutôt intéressantes. On a d'abord les quelques épisodes écrits par Tony Isabella, dans lesquels Daredevil et Black Widow prêtent assistance au Shield de Nick Fury pour affronter Hydra et pour sauver Foggy Nelson. Black Widow quitte ensuite la série, de même qu'Isabella, remplacée par Marv Wolfman, qui signera des choses intéressantes, notamment un double épisode avec Torpedo, la Torpille à l'époque en VF, et un Daredevil complètement dépassé par les événements. Et c'est également dans cette intégrale qu'on assistera à la naissance de Bullseye, personnage qu'il n'est plus besoin de présenter. On pourra aussi lire pour la première fois 2 épisodes qui n'avaient pas été publiés par Lug à l'époque, les numéros 129 et 130. Le premier met en scène Man-Bull, le second tend vers le récit horrifique. L'ensemble de ces épisodes est dessiné par Bob Brown, à l'exception du numéro 124, dessiné par Gene Colan, et ces planches sont d'autant plus belles qu'elles sont ancrées par Klaus Johnson qui reste d'ailleurs ensuite sur la série, et les dessins de Bob Brown en bénéficieront grandement. Une intégrale que je conseille donc, mais j'avoue pas être à 100% objectif pour le coup. En Epic Collection, sortie de Daredevil en disgrâce, de Dan Chichester et Scott McDaniel. Au sommaire, les épisodes 319 à 332 de 1993-1994, plus l'annual numéro 10. Des épisodes qui ont été très remarqués à l'époque, notamment pour le changement radical de style de Scott McDaniel, qui s'inspirait très fortement des techniques graphiques de Frank Miller sur Sin City. C'est aussi dans ces épisodes que Daredevil remplace son traditionnel costume par une armure high-tech. Bon, 30 ans plus tard, tout ça a pas forcément bien vieilli, le scénario en particulier a tendance à partir dans tous les sens, à multiplier les sous-intrigues et les intervenants, avec quasiment un nouveau guest à chaque épisode. Bref, c'est très bordélique, tellement qu'à l'époque, quand ces épisodes sont ressortis en trade paperback, Chichester et McDaniel ont dû rajouter des pages pour que leur histoire soit un peu moins incompréhensible. Bon ça a pas suffi. En Marvel Deluxe, sorti du 3e et dernier tome du Daredevil d'Ed Brubaker et Michael Lark. Panini a eu la bonne idée de regrouper ces derniers épisodes dans un gros volume de plus de 400 pages, plutôt que de les découper en 2 tomes comme ça avait été le cas lors de l'édition précédente. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une très bonne période pour la série et pour le personnage. J'aurais bien trouvé le temps de relire tout ça, ce que j'ai pas fait depuis sa sortie aux États-Unis il y a maintenant plus de 15 ans. On en a bientôt fini avec la sortie en omnibus du Daredevil Companion, qui réunit les récits signés Frank Miller qui ne figuraient pas dans le tome précédent. On retrouvera donc ici, par ordre chronologique, Spectacular Spider-Man 27 et 28 de 1979, la première fois que Miller mettait en scène Daredevil. Daredevil 219, un épisode de 1985 dessiné par John Buscema, réalisé dans une pure ambiance de western. Les inévitables épisodes 226 à 233, soit l'arc Born Again et l'épisode qui le précède, le tout dessiné par David Mazzucchelli. Le graphic novel Love and War de 1986, sublimement illustré par Bill Sienkiewicz. Et enfin, la mini-série de 1993 The Man Without Fear, dessinée par John Romita Jr., ancrée par Al Williamson. Si vous n'avez pas tous ces épisodes dans un format ou dans un autre, réunis en un volume unique, ça peut être tentant. Terminons avec Daredevil jaune de Jeff Lobb et Tim Sale, encore un récit qui a déjà été proposé sous 36 formats différents. Celui-ci promet d'être particulièrement luxueux, en tout cas luxueux, le prix l'est aussi, et j'ai beau adorer le travail de Tim Sale sur ce récit, je pense que je vais résister à la tentation de me le procurer. On en a fini avec Daredevil, il est temps de reprendre notre programme habituel. En 100% Marvel, la nouveauté la plus attendue, c'est probablement la nouvelle série Incredible Hulk par Philip Kennedy Johnson, Nick Klein et Travel Foreman. Bon, déjà, histoire d'oublier le plus vite possible le désastre qu'a été la série par Donny Cates et Ryan Otley. Ici, on revient à quelque chose de plus traditionnel, avec Bruce Banner sur la route, en fuite perpétuelle, et très vite, la série prend une tournure horrifique.
On n'est pas vraiment dans le body horror à la Immortal Hulk, on a ici plutôt droit à une galerie de monstres qui se succèdent, avec une nouvelle mythologie qui se met en place en arrière-plan, et de ce point de vue, ça démarre plutôt bien. Côté dessin, les 3 premiers épisodes sont dessinés par Nick Klein, et les 2 suivants par Travel Foreman. Et j'avoue que je trouve assez curieux ce choix de faire cohabiter 2 dessinateurs au style à ce point différent. Entre les dessins très sombres et très bruts de Klein, et au contraire la ligne très claire et précise de Foreman, c'est un peu compliqué de passer de l'un à l'autre sans transition. A noter qu'on trouvera également dans ce premier tome l'annuel de 2023 par David Pepose et Caio Marado, une histoire parfaitement anecdotique dans laquelle une équipe de tournage suit la piste de Hulk et se trouve coincée en pleine baston. Dans la catégorie des récits dont on n'attendait rien et au final, c'est pas si mal, la nouvelle mini-série Loki le menteur par Dan Watters et Germán Peralta. Loki se retrouve à devoir rechercher des fragments d'un objet de destruction qu'il a lui-même fabriqué des millénaires plus tôt, et chacun de ces objets va donner lieu à une histoire particulière, dans laquelle Loki va pas vraiment être amené à jouer le beau rôle. Le scénario est plutôt malin, les planches de Peralta assez chouettes, et du coup, ça se lit avec plaisir. Sorti également du tome 2 de Miles Morales, qui fait suite au crossover avec Carnage paru en début d'année. Cody Ziegler est toujours au scénario, et au dessin, on a quasiment un artiste différent à chaque épisode. Federico Vicentini, Federico Sabatini, Partha Pratim et Federica Mancin. En même temps, tous œuvrent dans un style tellement proche qu'ils sont à peu près interchangeables à volonté. Sorti également du 5e et dernier tome de Moon Knight par Jed MacKay, avec notamment au sommaire un énorme numéro 25 de 70 pages par Partha Pratim, encore lui, Alessandro Cappuccio et Alessandro Vitti, et Federico Sabatini sur les épisodes suivants. Fin de série donc, mais si vous avez apprécié ce run, rassurez-vous, aux États-Unis, Jed MacKay poursuit son récit dans la nouvelle série Vengeance of the Moon Knight, toujours accompagné par Alessandro Cappuccio au dessin. Toujours en 100% Marvel, sorti du 2e tome de Venom et Carnage Summer of Symbiotes, avec au sommaire Extreme Venomverse 3 à 5, avec toujours autant de Venom alternatifs imaginés par autant de scénaristes et de dessinateurs différents, Cult of Carnage Misery 3 et 4 par Sabir Pirzada et Francesco Mortarino, et le premier numéro de Death of the Venomverse par Cullen Bunn et Geraldo Sandoval. Dans Marvel Comics numéro 4, Amazing Spider-Man numéro 31, un gros épisode par Zeb Wells et John Romita Jr., Immortal Thor numéro 2 par Al Ewing et Martin Coccolo, Avengers numéro 5 par Jed MacKay et Ivan Fiorelli, All Out Avengers numéro 4 par Derek Landy et Greg Land, et enfin Invincible Iron Man numéro 10 par Jerry Duggan et Juan Frigueri. Sur ce dernier titre, Panini a donc décidé de continuer à publier Iron Man dans Marvel Comics, alors que sa place est clairement dans Fall of X, puisque toutes les intrigues de la série tournent désormais autour des mutants et d'Orchis. Et c'est d'autant plus gênant que rien ne dit à ce jour que ces épisodes seront réédités un jour en 100% Marvel ou en Deluxe. Ça fait depuis la série précédente, celle écrite par Christopher Cantwell, qu'Iron Man est cantonné dans les pages de Marvel Comics et qui n'est plus réédité ensuite dans un format ou dans un autre. Pour les lecteurs de Fall of X, c'est le genre de décision qui risque de s'avérer très dommageable au final. Et, puisqu'on parle de Fall of X, terminons les sorties 100% Marvel avec les numéros 2 et 3 de ce titre. C'est dans le numéro 2 qu'on trouvera la plupart des nouvelles séries, ou plutôt mini-séries, lancées dans la foulée du dernier Hellfire Gala. Astonishing Iceman par Steve Orlando et Vincenzo Caratu, Children of the Vault par Dennis Camp et Luca Maresca, Alpha Flight par Ed Brisson et Scott Godlewski, Jean Grey par Louis Simonson et Bernard Chang, et enfin Realm of X par Torunn Grønbekk et Diogenes Neves. Et dans le numéro 3, on aura également les débuts des Uncanny Avengers par Jerry Duggan et Javier Garron. Côté kiosque, sorti du numéro 2 des Vilains de Marvel, un numéro consacré à Loki, avec divers épisodes piochés sur 60 ans d'histoire. Journey into Mystery numéro 108 de 1964 par Stan Lee et Jack Kirby, Thor 266 de 1977 par Len Wein et Walt Simonson, Thor 353 de 1985, cette fois écrit et dessiné par Walt Simonson, Amazing Spider-Man 504 de 2004 par J. Michael Straczynski, Fiona Avery et John Romita Jr., le one-shot paru en 2010 dans le cadre de l'event Siege par Kieron Gillen et Jamie McKelvey, Journey into Mystery 622 de 2011 par Kieron Gillen et Doug Braithwaite, et enfin le premier numéro de la série Loki Agent of Asgard par Ali Wing et Lee Garbett paru en 2014.
En Marvel Deluxe, tome 2 du Wolverine de Benjamin Percy et Adam Kubert, avec les épisodes 14 à 25 de sa série, avec également au dessin Lan Medina, Paco Diaz, Javier Fernandez et Federico Vicentini. Dans le genre bourrin, ça reste une série plaisante à lire, avec ici, dans quelques épisodes, des petits morceaux de Deadpool. En Marvel Must-Have, outre le Daredevil Redemption dont j'ai déjà parlé, l'autre sortie du mois, c'est Marvel Knights Black Widow, qui réunit les 3 premières mini-séries dans lesquelles est apparue la nouvelle Black Widow, Yelena Belova, entre 1999 et 2002. La première mini est signée Devin Grayson et J.G. Jones, la deuxième Devin Grayson, Greg Rucka et Scott Hampton, et la dernière Greg Rucka et Igor Corday. A noter que cette dernière n'était pas parue en Marvel Knight comme les précédentes, mais en Marvel Max, le label adulte de Marvel à l'époque. Et vraiment, ces 3 minis sont très bien dans des registres assez différents à chaque fois, tant niveau scénario que dessin. La première marque donc les débuts de Yelena Belova et sa première confrontation avec Natasha Romanoff. La seconde est une course-poursuite assez vicieuse entre les deux personnages. Et la dernière nous entraîne dans les bas-fonds de Moscou, dans une ambiance sexe et bondage. Si vous ne connaissez pas, j'en conseille très fortement la lecture. Et restons avec Black Widow, mais du côté des intégrales, avec celle consacrée aux années 1971 à 1992. Dans le genre grand écart sur un seul volume, c'est pas mal. Du coup, sur 20 années de publication, ça donne forcément des choses très différentes. Ça commence avec Daredevil 81 de 1971, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, l'épisode où la veuve s'invite dans la série du Diable Rouge. On a un extrait de Bizarre Adventures numéro 25 de 1981, par Ralph Macchio et Paul Gulacsi. On retrouve Macchio au scénario de Marvel Fanfare 10 à 13 en 1983, des épisodes dont on retiendra surtout qu'ils sont dessinés en bonne partie par George Pérez. On a un court récit extrait de Solo Avengers numéro 7 de 1988 par Bob Layton et Butch Guice. Et on a, pour finir, 2 graphic novels, The Coldest War de 1990 par Jerry Conway et George Freeman, et Punisher Black Widow Spinning Doomsday's Web de 1992 par Dan Chichester et Larry Stroman, tous les deux dans un style graphique vraiment très particulier. Sorti le même jour de l'intégrale 1979-1980 de Marvel 2-in-1, une série qui, de manière générale, proposait essentiellement des récits très anecdotiques, mais cette intégrale regroupe quasiment tous ses meilleurs épisodes. Parmi les 15 au sommaire, on a ainsi le numéro 50, écrit et dessiné par John Byrne, dans lequel la chose se rend visite à lui-même quelques années plus tôt. L'épisode suivant, écrit par Peter B. Gillis, mais surtout dessiné par Frank Miller et ancré par Bob McLeod, une partie de poker entre potes interrompue par une attaque impromptue. Et puis, du numéro 53 au numéro 58, on a la saga du projet Pegasus, écrite par Mark Grunwald et Ralph Macchio, et dessinée par John Byrne pour les 3 premiers épisodes, et par George Pérez pour les suivants. C'est un récit qui fait intervenir pas mal de personnages plus ou moins obscurs du Marvel Universe, dans lequel les scénaristes jouent à bon escient avec la continuité Marvel, et aboutissent à un récit très rythmé et très agréable à lire. Et on retrouve le trio Grunwald, Macchio, Pérez sur l'épisode 60, un épisode très fun qui s'amuse à remettre en scène l'homme impossible. Mais l'intégrale la plus attendue du mois, c'est peut-être celle d'Howard the Duck par Steve Gerber, Frank Brunner, Val Mayerick, Gene Colan ainsi que John et Sal Buscema, une première intégrale consacrée au personnage et qui englobe les années 1973 à 1977. On y trouvera donc cette toute première apparition dans Adventure into Fear numéro 19, dessiné par Val Mayerick, des extraits de Giant Size Man Thing 4 et 5 et de Marvel Treasury Edition numéro 12, et enfin les 14 premiers épisodes de la série Howard the Duck. Les 2 premiers sont dessinés par John Brunner, le suivant par John Buscema, et tout le reste est dessiné par Gene Colan. Et c'est bien entendu Steve Gerber qui écrit tout de A à Z. Une bonne partie de ces épisodes sont inédits en France, on en trouvait quelques-uns dans un album paru chez Hachette, et à ma connaissance, c'est tout. Si vous ne connaissez pas Howard the Duck, c'est une série Marvel vraiment à part, qui s'amuse avec les codes des récits super-héroïques et qui les tourne le plus souvent en dérision. C'est aussi et surtout une satire sociale, du coup ça ne peut vraiment s'apprécier que si on remet ces histoires dans le contexte de leur publication. C'est en tout cas une vraie curiosité, et c'est une série qui a marqué son époque, il était quand même anormal qu'elle ait jamais bénéficié d'une traduction en France jusqu'à ce jour.
Quelques dernières sorties à signaler et on aura fait le tour. En omnibus, sortie du 3e tome des Savage Sword of Conan, qui réunit les numéros 29 à 44 du magazine, par Roy Thomas au scénario, accompagné d'artistes aussi doués que John Buscema, John Brunner, Gene Colan ou Carmine Infantino. Sortie également de Night Club, nouvelle série signée Mark Millar et dessinée par Juanan Ramirez, l'histoire d'une bande de gamins transformés en vampires mais qui décident de jouer aux super-héros tout en se filmant pour apparaître sur les réseaux sociaux. Les amateurs de Mark Millar apprécieront peut-être. Et pour finir, côté Star Wars, un programme minimal ce mois-ci, avec le tome 2 de Dark Droids, qui réunit les numéros les plus récents des séries Bounty Hunters, Darth Vader et Dr. Aphra, plus la suite de la mini Dark Droids et le début de la mini Dark Droids D-Squad, et en Star Wars Epic Collection, le tome 3 de l'Ancienne République, avec la suite et la fin de la série Knights of the Old Republic, écrite par John Jackson Miller et illustrée par un paquet d'artistes différents. Ce sont les 2 seuls titres Star Wars indiqués sur le blog Panini, mais sur différents sites est également annoncé à la même date un Star Wars Verse consacré à Han Solo. En revanche, je ne sais pas quels récits figureront au sommaire, c'est donc à surveiller pour ceux que ça intéresse au moment où ça sortira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite, autrement dit la vidéo consacrée aux autres éditeurs de comics français. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.